Voilà, donc juste quelques mots pour lancer le débat avant de présenter les intervenants. Bon, là, nous sommes sur la question des ingérences au Moyen-Orient. Évidemment, en creux, c'est celle des ingérences des Occidentaux. Et si on fait le bilan maintenant des 12 dernières années, depuis l'intervention en Irak, dont le fiasco fut évident et les effets déstabilisateurs encore plus, on s'aperçoit très clairement de l'impuissance des Occidentaux. Finalement, quel qu'a été le type d'intervention choisi? Donc l'Irak, intervention avec du déploiement au sol pour tenter de faire du nation building, on a vu le fiasco. La Libye, on a dit, on renverse par uniquement une intervention aérienne, enfin on évite un massacre, et ensuite on était plus loin en voulant renverser le dictateur par simplement une intervention aérienne sans déploiement au sol, on a vu le fiasco. Ensuite, il y a la Syrie, où finalement on n'a jamais trop voulu s'engager directement dans le conflit, on a aidé un peu l'opposition, mais pas plus, sans jamais vouloir intervenir. Il y a eu la grande dérobade de l'été 2013. Bon, ensuite, on a commencé à intervenir contre l'État islamique, mais là aussi, c'est le fiasco et le chaos que l'on voit, au point qu'on en arrive à une situation même paradoxale, que des parachutages sur une ville comme Madaya, ville assiégée, où les gens meurent de faim, qui est à 10 km de la frontière libanaise, les Occidentaux bombardent Daesh, mais n'ont même pas pensé ou discuté de faire des parachutages. Alors que le système de défense antiaérien syrien, aussi dont on vante les grands mérites, depuis 40 ans n'a pas été capable de faire grand-chose, sinon abattre un malheureux avion de reconnaissance turc, et que les Israéliens font régulièrement des incursions dans le ciel syrien sans problème. Et on voit avec le Yémen, où il n'y a pas eu d'intervention du tout des Occidentaux, on a délégué aux Saoudiens, on a aussi le chaos. Voilà, donc ça situe un peu le cadre, ça lance le débat. Alors je présente les intervenants, on va prendre dans l'ordre qui est celui de la feuille de route. On va commencer donc avec Philippe Golub de l'American University de Paris, dont le dernier livre, East Asia Re-Emergence, vient de sortir. Ensuite, nous donnerons la parole à Agnès Levallois, qui est consultante spécialiste au Moyen-Orient, et Frédéric Charillon, ancien directeur de l'IRSEM, voilà, qui viennent de publier à la documentation française avec Alain Dieckhoff, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Et ensuite, nous parlerons de la politique russe au Moyen-Orient avec Denis Bochart, dont le dernier ouvrage, en 2012, est Le Nouveau Monde Arabe. Voilà, donc on va commencer. Je donne la parole à Philippe Golub par la politique américaine, qui est aussi celle qui, avec 2003, a été un peu le détonateur qui a, disons, déstabilisé toute la région. Et en lui demandant vraiment de rester vraiment strict aux 10 minutes pour que l'on ait quand même le temps de prendre quelques questions. Maximo me connaît, et donc il me met en garde plusieurs fois. Oui, et ensuite j'interromps, je coupe le micro, là. Très bien. Modèle Saddam. Merci, Monsieur le Président, merci, Madame la Sénatrice, et merci à vous tous d'être ici ce matin. Je voudrais commencer en faisant une remarque d'ordre plutôt philosophique sur la nature des concepts et des idées que nous mobilisons lorsque nous pensons aux interventions, quand nous utilisons le mot intervention dans le Sud global, quand on parle d'une position occidentale. En 1859, John Stuart Mill, le très grand théoricien du libéralisme, a écrit un petit texte intitulé « On the Subject of Intervention », dans lequel il distinguait de façon fondamentale les interventions, il appelait ça interventions entre peuples civilisés, donc entre États européens, qui selon lui étaient admissibles seulement dans des cas très prescrits, et les interventions contre les peuples non civilisés, qu'il appelait les peuples barbares, qui, selon lui, étaient licites au nom de la mission civilisatrice. Ce n'est pas exactement le mot qu'il utilise, mais c'est ce qu'il voulait dire, de la mission civilisatrice de l'Europe et plus généralement de l'Occident, y compris par les moyens les plus brutaux. Et comparant l'intervention britannique dans les Indes pour écraser le premier mouvement d'indépendance indien de 1857 aux opérations de l'Empire romain dans les Gaules, John Stuart Mill écrivit que la tâche de la civilisation ne pouvait pas être accomplie chez les barbares avec des mains propres, n'est-ce pas ? Vous trouverez des textes similaires, évidemment, chez Tocqueville et chez d'autres auteurs dits occidentaux qui, dans la vision qui était la leur hiérarchique
racialisées et dominatrices de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle ont opéré une distinction fondamentale entre les peuples, rendant certaines interventions licites et d'autres non licites. Ziad Majed a dit très justement que certaines vies valent plus que d'autres. Et on l'a vu historiquement dans toutes les guerres occidentales, dans les interventions coloniales. J'aime pas le mot intervention parce que le mot est ambigu lui-même, n'est-ce pas? Opération, intervention, pacification, ce sont des mots hérités de la colonialité. Mais dans toutes les opérations occidentales, dans toutes les guerres occidentales de la période coloniale et de la période post-coloniale pour ce qui concerne les États-Unis, cette différenciation de la valeur des vies entre la vie des intervenants et de celle de ceux qui sont sur lesquels on intervient est malheureusement une très grande constante, n'est-ce pas? On le voit aujourd'hui au Moyen-Orient, mais on l'a vu dans le passé en Asie orientale, comme en Amérique latine, comme en Afrique subsaharienne. Pour en venir aux États-Unis, je vais passer sur la colonisation européenne, j'en ai évidemment pas le temps, mais qui forme quand même le sous-bassement, le fond de cette histoire. Les États-Unis n'ont cessé, depuis qu'ils ont supplanté la Grande-Bretagne et la France au Moyen-Orient et dans le Golfe arabo-persique, en tant que puissance prédominante qui gère les équilibres, qui régule par la force et par la contrainte, essentiellement plutôt que par la persuasion, les équilibres dans la région, les États-Unis n'ont cessé d'intervenir. Chaque intervention provoquant, dans le schéma impérial classique de ces interventions, comme au XIXe siècle, de nouveaux problèmes exigeant de nouvelles interventions. C'est ce que les historiens britanniques des empires ont appelé « the imperial fix », n'est-ce pas? Une intervention pour supposément établir l'ordre, créer des résistances qui, à son tour, créent de nouveaux problèmes, exigeant de nouvelles interventions dans une chaîne infinie dans laquelle on ne sort pas du cycle infernal, dans ce rapport de domination nord-sud, de conflits et de conflictualité qui caractérise encore aujourd'hui un grand nombre de pays postcoloniaux du sud global. Mes propos, comme vous le remarquerez, sont des propos critiques. Les différentes phases, pour aller très très vite, les différentes phases de l'intervention américaine, je vais commencer en 1953 avec le coup d'État contre Mossadegh. Quand les États-Unis décident avec la Grande-Bretagne, les services secrets britanniques, de renverser le gouvernement nationaliste et démocratiquement élu de Mossadegh, ils mettent en branle un processus historique dont le déroulement long est aujourd'hui arrivé à une certaine forme de maturité. N'est-ce pas? On ne comprend pas C'est déjà 10 minutes, c'est totalement impossible. D'une inflexibilité pire que mes collègues académiques. met en branle un processus qui est un processus historique, n'est-ce pas, dans lequel des résistances s'accumulent au régime modernisateur, mais extrêmement autoritaire du Shah, qui débouche sur la révolution iranienne, qui elle-même débouche sur toute une série d'autres crises et d'autres interventions qui vont façonner l'avenir de la région et que l'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? La révolution iranienne va donner lieu à une guerre de 10 ans entre l'Iran et l'Irak, stimulée par les États-Unis, la France, la Russie et d'autres grandes puissances étrangères qui soutiennent l'Irak de Saddam Hussein et parfois, tantôt, dans le cas américain, aussi l'Iran de l'imam Khomeini, dans une gestion classique, géopolitique, cynique, n'est-ce pas, des équilibres, dans une guerre de 10 ans qui quand même va faire 1 million de morts. Il faut quand même penser ce chiffre, si on peut penser des chiffres pareils. 1 million de morts qui va laisser des traces très profondes en Iran, des cicatrices très profondes en Iran, des cicatrices très profondes aussi en Irak, n'est-ce pas? On se souvient tous de la photo que tout le monde a montrée, que toute la presse internationale a montrée pendant l'invasion de l'Irak en 2003, ou peu après, de Donald Rumsfeld en 1984, serrant la main de Saddam Hussein au moment même où Saddam Hussein gazait les Kurdes du nord de l'Irak, n'est-ce pas? La guerre d'Iran-Irak n'a pas résolu le problème géopolitique pour les États-Unis. Mais les États-Unis ont maintenu l'essentiel des équilibres pour ce qui leur concernait dans le Golfe arabo-persique. Ça a été suivi par une nouvelle période, une période d'après-guerre froide, dans laquelle les États-Unis, sous George H.W. Bush, un réaliste politique, et puis sous Clinton, autre réaliste politique dans ce sens-là, ont essayé de maintenir les équilibres par une nouvelle politique d'endiguement dual contre l'Iran et l'Irak,
politique qui s'est essoufflée à la fin des années 90. Les États-Unis ont tenté, d'abord sous George H.W. Bush, puis après sous Clinton, d'endiguer à la fois l'Iran et l'Irak pour s'assurer qu'aucun des deux pays ne gagne l'hégémonie régionale dans la région. Il s'agit d'une constante dans la politique américaine. Cette constante a toujours été régionale en Europe, comme au Moyen-Orient, comme dans le Golfe, comme en Asie orientale, qu'aucun pays régional, qu'aucune puissance régionale ne vienne à dominer une région importante du point de vue des ressources politiques ou économiques qui menacerait la prédominance américaine sur ces régions. In fine, pour aller très très vite, les contradictions accumulées historiquement de ces interventions diverses, de ces réorganisations et de cette restructuration de l'économie politique régionale en permanence a produit les conditions dans lesquelles George W. Bush, en 2003, a tenté de saisir une opportunité historique, ce sont les mots de Condoleezza Rice, une opportunité historique pour reconfigurer la région dans son ensemble, n'est-ce pas? La guerre était censée démontrer que la puissance américaine ne pouvait être défiée. Or, l'invasion et l'occupation du pays ont mis en lumière les limites de l'outil militaire dans le cadre de la mondialisation postcoloniale. La guerre était censée créer, comme vous le savez, dans la rhétorique politique américaine de l'époque, était censée créer un nouvel ordre démocratique dans le grand Moyen-Orient, concept géopolitique artificiel inventé par l'administration Bush, englobant les terres plurielles de l'islam qui s'étendent du Maroc à l'Afghanistan. Au lieu de cela, les guerres qui ont suivi ont accentué les fractures latentes des sociétés, débouché sur des guerres civiles, Irak, Syrie, Yémen aujourd'hui, attisées, comme on l'a dit dans la session précédente, par les différents protagonistes régionaux. Et enfin, cette guerre, en violant le droit international, cette guerre de choix, il s'agissait d'une guerre de choix, en violant le droit international et le droit humanitaire international, je pense à la torture, a mis en question, je pense, de façon assez fondamentale, dans les mentalités des peuples du monde entier, l'idée que l'Occident était porteur, en supposant qu'on n'ait jamais vraiment cru à cette idée, était porteur de valeurs universelles et des droits humains. Bref, la guerre fut un désastre au plan géopolitique, au plan humanitaire, au plan idéologique, à la fois pour les États-Unis et pour l'Occident tout entier. Avec Obama, on constate un effort de changement de cap, me semble-t-il, salutaire, n'est-ce pas? Un effort de désengagement de la militarisation de la région, même si Obama utilise la force, évidemment, avec les drones et d'autres interventions de ce genre-là. On constate chez Obama une tentative faible, certes, et pas réussie, de dialogue avec les mondes pluriels de l'islam, avec son discours du Caire de 2009. On constate surtout, me semble-t-il, cette initiative très importante d'ouverture en direction de l'Iran, de la République islamique iranienne, qui est censée changer la donne géopolitique régionale, non pas marginaliser l'Arabie saoudite, mais restaurer les équilibres qui doivent être restaurés dans la région et créer une nouvelle donne, des marges de manœuvre pour les États-Unis dans la région et pour le reste du monde dans la région. D'un point de vue américain, on ne comprend pas très bien les réticences françaises radicales à cette option-là, n'est-ce pas? D'ailleurs, les Européens, quand ils regardent vers les États-Unis, j'ai souvent remarqué ça ici, de mon perchoir parisien, les Européens, quand ils regardent vers les États-Unis, ils voient un monde, un Occident, un extra-Occident, n'est-ce pas? Un Orient, un Occident extrême, difficilement compréhensible, une terra incognita dont les motivations seraient différentes des leurs. La seule différence, c'est que les États-Unis ont supplanté en réalité l'Europe dans cette région du monde comme dans d'autres régions du monde, et que l'Europe aujourd'hui est parfaitement impuissante devant ces évolutions. Aujourd'hui, la nouvelle réalité, c'est que les États-Unis n'ont plus la maîtrise de la situation régionale, là ou ailleurs dans le monde. Et ça, effectivement, ça pose la question de savoir comment faire en sorte de soutenir de loin, sans intervenir, sans produire les désordres successifs, cette logique successive de désordre et de crise que produisent historiquement depuis le XIXe siècle les interventions occidentales dans les pays du Sud,
coloniaux et post-coloniaux, comment aider l'émergence au sein des sociétés à la recomposition, aux recompositions politiques internes qui doivent se faire de l'intérieur et non pas de l'extérieur. À mon sens, vu les expériences historiques tragiques des 100 dernières années, des 150 dernières années, il faut ne plus penser l'intervention, mais plutôt le soutien à des sociétés à distance pour qu'il y ait recomposition interne autonome. Merci. Merci Philippe d'avoir parfaitement problématisé l'enjeu et quasiment introduit l'intervenant suivant sur le thème de la France et pourquoi justement aujourd'hui cette différence de sensibilité entre la France et les États-Unis. Donc honneur d'abord à Agnès Levallois et ensuite à vous, sur justement la politique française et justement sur cette politique française qui aujourd'hui devient un peu, reste un peu le champion du consunisme parmi les Occidentaux, notamment de l'Arabie Saoudite. On l'a vu encore récemment. La France était très discrète dans sa condamnation des États-Unis aussi, mais la France encore plus, des exécutions. Absolument. Merci beaucoup. Moi, je vais commencer mon propos en posant plus de questions que je ne vais apporter de réponses, puisque je trouve que la politique de la France au Moyen-Orient, depuis quelques années en tous les cas, suscite de nombreuses interrogations et les plus grandes difficultés à qualifier l'action de cette politique française au Moyen-Orient. On voit qu'on a donc des interrogations sur qu'est-ce que veut faire la France. Est-ce qu'il y a une vision de la France au Moyen-Orient? Est-ce qu'il y a une réflexion stratégique pour savoir ce que l'on veut faire dans cette région? Pourquoi on veut être dans cette région? Quels sont nos moyens d'agir? Sentiment de prise de position même de nos autorités qui ne vont pas toujours dans le même sens. On a l'impression qu'il y a plusieurs centres de pouvoir, plusieurs centres de décision, de réflexion, sans que ça conduise à une réflexion ensuite qui soit aboutie, permettant de mettre ensemble autour de la même table toutes les parties prenantes concernées par une définition de ce que pourrait être notre politique. Et donc, du coup, ça donne au résultat un sentiment, en tous les cas, d'absence de vision et simplement de coût, de réaction à des événements, beaucoup plus que d'anticipation et beaucoup plus que de capacité, me semble-t-il, à agir en respect d'une politique ou d'une réflexion qu'on aurait vraiment fait aboutir. Une autre chose qui me frappe, c'est que dans les années 80, alors je ne vais pas faire d'historique, je vous rassure, mais il y avait quand même quelques positions qui étaient claires. Il y a, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, la France avait une position qui était assez claire, qui était basée sur le droit international, qu'on rappelait d'ailleurs très régulièrement en disant que c'était quand même ça, les fondamentaux qu'il fallait respecter dans un conflit comme celui-ci. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'on ne rappelle plus ces fondamentaux et que ne se base plus sur ce droit international. Le meilleur exemple pour moi, c'est lors du discours de Hollande à la Knesset en novembre 2013. Pas un mot dans son discours sur le droit international, qui normalement, me semble-t-il, est à la base de toute prise de position que nous pouvons avoir, nous, France, vis-à-vis de ce conflit. Apparemment, absence de droit international, de référence pour ne pas gêner les interlocuteurs israéliens. Et ça a été dit pratiquement aussi clairement par un membre de la délégation française lors de ce voyage. Et donc, ça en dit long sur notre capacité à pouvoir réfléchir simplement à ce que nous pouvons faire si nous ne voulons pas gêner des interlocuteurs. Si nous ne voulons pas ça, je ne vois pas comment nous pouvons réfléchir à une politique si nous nous mettons d'emblée dans cette position, j'allais dire, de retrait, puisqu'on ne veut pas gêner qui que ce soit. Lorsqu'on a observé cette visite de François Hollande, on était très loin évidemment de la visite de Jacques Chirac en 1996 à Jérusalem, dont vous vous souvenez sûrement. Alors on ne va pas faire non plus dans la nostalgie de ce que ça a pu être, mais c'est vrai qu'on était loin de cet engagement, en tous les cas à l'époque, de Jacques Chirac, qui lui n'a pas hésité à se bagarrer avec les services de sécurité israéliens pour dire qu'il souhaitait se promener dans cette ville de Jérusalem sans avoir la contrainte des services. Donc on est loin, on voit bien un décalage énorme entre 1996 et 2013. Et pour revenir au voyage de Hollande en Israël, le volet palestinien a été vraiment le strict minimum possible. Et donc là aussi, ça en disait long sur cette prise de distance avec ce que j'appellerais ce droit international, ou cette incapacité à réitérer des principes fondamentaux qui ont toujours été les principes fondamentaux de la politique française. Autre exemple, le communiqué lors de la guerre de Gaza en 2014, on a eu un premier communiqué, la France, l'Élysée en tous les cas, un premier communiqué de soutien à ce que faisait
faisait Israël, ce qui a posé évidemment des problèmes, qui a suscité immédiatement très vite une réaction, en tous les cas, de la diplomatie, française, donc pas l'Élysée, mais la diplomatie, pour essayer de rattraper ce qui avait été perçu, à juste titre, comme un engagement côté israélien, sans du tout prendre en compte la réalité. Alors c'est vrai que cette attitude, cette politique qu'on a vue d'Hollande avait déjà été entamée largement du temps de Nicolas Sarkozy, avec un virage qui avait été pris déjà à l'époque. Donc il y a eu une espèce de continuité, si je puis dire, de ce côté-là. Ce qui a changé avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a un engagement très fort vis-à-vis des pays du Golfe, mais en particulier vis-à-vis du Qatar. Et on a vu un infléchissement lors de l'arrivée de Hollande, qui lui s'est dit qu'il valait peut-être mieux quand même rééquilibrer vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite était un marché plus important que le Qatar. Ça, c'était effectivement un enseignement tout à fait juste. Et donc, on a fini par se poser la question de savoir si cette politique est avant tout une politique mercantile, de se dire, voilà, il y a tel ou tel pays avec lesquels on peut faire des affaires. Je ne suis pas contre sur le principe, et ça, ce n'est pas une critique, parce que je pense que de toute façon, il faut être réaliste et que la politique étrangère peut aussi accompagner les opérateurs économiques, bien évidemment. Ce que l'on peut regretter, c'est qu'on a le sentiment, en tous les cas, que ça ne s'accompagne pas d'une démarche politique avec cette démarche économique. Et quand on regarde les chiffres de notre commerce extérieur avec l'Arabie Saoudite, on peut être que très déçu, finalement, par rapport à l'engagement politique qu'on a pris aux côtés de Riyad, de voir que la signature de contrats ou les promesses de contrats ne sont pas forcément concrétisées. Donc il faudrait peut-être voir aussi comment faire en sorte que notre engagement vis-à-vis de certains de ces pays et les pétromonarchies, tant mieux si on peut faire du commerce, mais que ça ne nous interdise pas aussi d'avoir des prises de position politiques. Et je crois que la démonstration en est faite avec l'histoire du Yémen, où on a complètement soutenu l'intervention saoudienne au Yémen. On s'est complètement mis du côté des Saoudiens sans émettre la moindre réserve ou la moindre critique ou la moindre discussion, alors que je pense que la France, là aussi, dans un dossier comme le Yémen, peut faire entendre une voix un peu différente. Et ça pose la question de savoir quelle est la voix qu'on entend aujourd'hui dans la région. C'est une voix qui, à mon avis, est difficilement audible parce qu'on ne voit pas quelle est la ligne conductrice, la ligne directrice de cet engagement. Alors, il y a l'autre cas, évidemment, qui est le cas de la Syrie, on en a un peu parlé tout à l'heure, où là, la France a été très engagée. Mais là encore, quand on voit les premières déclarations de la France sur la Syrie, d'un point de vue moral, politique, ce sont des déclarations tout à fait acceptables, tout à fait très, très, très bien sur le papier. Il n'y a rien à dire de ce point de vue-là. Ce qui me pose, moi, problème quand on étudie les 5 ans de diplomatie française à l'égard de la Syrie, c'est qu'il y a eu beaucoup de prises de parole, mais il n'y a pas eu de gestes concrets, il n'y a pas eu de concrétisation de cette parole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde nous en veut. Le régime de Bachar el-Assad, bien évidemment, mais l'opposition aussi nous en veut. Et à juste titre, puisqu'on a passé notre temps à promettre des choses qu'on n'a jamais été en mesure de tenir. Donc, il y a un vrai problème qui se pose, je trouve, vis-à-vis de la France aujourd'hui, c'est qu'on entend beaucoup parler, faire des très belles déclarations, mais que ces déclarations ne sont suivies de rien, en tous les cas sur un dossier comme la Syrie. C'est absolument flagrant de voir la distorsion qu'il y a eu entre les propos et qu'il y a aujourd'hui en termes de concrétisation. Alors, il me reste quoi, 2-3 minutes? Même pas. Donc, peut-être ce qui serait important aujourd'hui, c'est de dire une chose évidente, c'est qu'évidemment, on ne peut pas se désintéresser de cette région, que l'intervention, alors je ne parle pas d'intervention militaire, je pense que Frédéric va sûrement plus en parler que moi. Le sentiment que j'ai en tous les cas, c'est qu'on a une politique, et je reviens à ce que j'ai dit tout au départ, une politique de coût, mais pas de réflexion à long terme. Donc on a été surpris par les révolutions arabes, on a essayé après de rattraper ce retard qu'on a eu à l'allumage, si vous me passez cette expression. D'où notre engagement très fort aux côtés de la Syrie, de se dire qu'il fallait être du bon côté de l'histoire, en étant du côté de l'opposition et pas du côté de Bachar el-Assad, ce qui pour moi est une position, là encore je le répète, tout à fait bonne et excellente d'un point de vue politique, mais on ne peut pas simplement avoir des paroles sans avoir des actes. Et l'histoire de août 2013 est la démonstration de cette incapacité à agir seul. Mais si on ne peut pas agir seul, avant de déclarer quelque chose, il faut soit s'assurer d'avoir les soutiens possibles, ou si on sait qu'on n'a pas ces soutiens possibles, d'avoir simplement peut-être des propos un peu plus raisonnables par rapport à la marge de manœuvre que l'on a. Donc voilà, mon principal axe, si je puis dire, c'est cette distorsion qu'il peut y avoir entre des propos et la réalité, et le fait que tout ça s'inscrit évidemment dans une politique
étrangère européenne qui n'existe pas, au sein de laquelle la France pourrait jouer un rôle, pourrait avoir un rôle moteur, mais en l'absence de cette politique européenne, la France, évidemment, est toute seule. Et dernier mot quand même, parce que le sujet ici, c'est Syrie-Irak, je trouve qu'il y a une absence totale de réflexion sur la politique de la France à l'égard de l'Irak. Et c'est très frappant de voir qu'on n'entend pratiquement jamais la diplomatie française sur l'Irak depuis maintenant de nombreux mois, pour ne pas dire de nombreuses années. Et que ça me paraît être un trou absolument abyssal, vu l'importance que représente aussi l'Irak, surtout quand on se lance dans une lutte contre l'organisation État islamique, qui est implantée aussi bien en Irak qu'en Syrie. Merci Agnès Lenoir. Et merci aussi d'avoir tenu les engagements sur le temps de parole. Donc voilà, à Frédéric Chérion, merci, la parole, merci donc beaucoup. plus sur les aspects d'intervention militaire. Non, parce qu'on va en reparler cet après-midi, je crois. J'ai bien compris le programme. Donc, on va être variation sur le même thème, puisqu'on constitue une sorte de duo avec Agnès ce matin. Donc, merci. Oui, voilà. Non, mais très bien. Merci en tout cas. Merci de cette invitation aux organisateurs. Alors, pour aller très vite, d'abord, l'hypothèse est la même. On ne s'est pas concerté, mais l'hypothèse est la même. C'est-à-dire qu'il y a un manque de levier pour une politique française dans la région. Et on va peut-être y revenir en 3 points. D'abord, il me semble qu'il y a un débat qui est souvent biaisé sur la politique française au Moyen-Orient. Deuxièmement, il y a une perte de repères évidente de la France, de l'action française pour la France dans cette région. Et troisièmement, il y a une stratégie qui est mise en place aujourd'hui qui effectivement n'a pas de grille de lecture simple. Alors, tout ça pour remonter le moral avant le déjeuner. Alors d'abord, le débat est souvent erroné parce que lorsqu'on discute dans le débat public de la politique française au Moyen-Orient, on oppose souvent des mots, des termes, des expressions qui, sans doute, ne sont pas soit plus valables, soit pas valables pour la France. On parle de politique arabe. Alors la politique arabe, c'est un mot polysémique parce que tout le monde n'entend pas la même chose. Pour certains, c'est une position pro-arabe systématique de la France. Pour d'autres, c'est simplement le fait d'avoir une diplomatie qui s'adresse aux pays arabes. Mais il n'y a pas consensus sur ce terme qui est parfois utilisé de façon polémique, parfois pas. Et pourtant, il revient sans arrêt dans le débat sans qu'on prenne soin de le définir mieux. On oppose ensuite souvent une politique, une position qu'on appelle parfois gaulo-mitterrandienne, à une nouvelle posture qui serait néoconservatrice. Là encore, je crois qu'il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. D'abord, une posture gaulo-mitterrandienne ou une politique gaulienne ou gaulliste de la France au Proche-Orient aujourd'hui, ça remonte quand même aux années 60. C'est passé un certain nombre de choses dans la région, donc je ne crois pas que ce soit applicable, même si on voit ce que veut dire cet esprit d'une politique universaliste, qui ne serait pas simplement occidentaliste, qui serait le maintien d'une politique plutôt exceptionnelle, qui assume son exceptionnalité. On voit ce que ça veut dire, mais je crois qu'il faut faire très attention à plaquer sur la situation actuelle des schémas gaulo-mitterrandiens qui ne sont plus compatibles, je crois, aujourd'hui avec la situation internationale. Pareil d'ailleurs pour une approche qui serait néoconservatrice. Est-ce qu'il y a des néoconservateurs, du néoconservatisme français? C'est un débat intellectuel américain qui a des sources intellectuelles précises. Je ne suis pas certain qu'on le retrouve, ou pour le dire en d'autres termes, ce n'est même pas du néoconservatisme. Il y a des atlantistes, il y a des interventionnistes, il y a des partisans de certaines lignes dures, pas forcément d'ailleurs pour un pays en particulier, mais pour même les partis politiques de certains pays. Je crois que c'est plus compliqué qu'une seule opposition, gaulo-mitterrandien d'un côté, néoconservateur de l'autre. Bon. Et pourtant, le débat sur la politique étrangère de la France dans la région est souvent assez rempli de ce type de vocabulaire. Deuxième constat, c'est vrai, mais Agnès le disait, il y a une marge de manœuvre assez faible, ce qui explique d'ailleurs en partie pourquoi il y a beaucoup de paroles et beaucoup moins d'actes. Cette marge de manœuvre, elle est faible d'abord parce qu'il y a eu une perte de repères très forte de la France dans la région. Il y avait une tradition de liens étroits avec le Maghreb, avec le Liban, avec un certain nombre de pays de la zone. Une relation privilégiée, personnelle, souvent avec des acteurs. Moubarak, plusieurs présidents de la République successifs, mais aussi Yasser Arafat, notamment pour Chirac, mais aussi bien d'autres. Ces acteurs ont disparu. Or, nous avions peut-être eu le tort de fonder cette politique sur des liens personnels avec des acteurs individuels. Une fois que ces acteurs soit ont disparu physiquement pour certains, soit ont été chassés du pouvoir, plus compliqué encore. Pour d'autres, on se retrouve sans politique de rechange. Et il faut, même si on peut se réjouir politiquement du départ d'un certain nombre de régimes autoritaires, pour une diplomatie, il y a quand même une perte de repères traditionnels, avec des, je ne dis pas que je le regrette, mais il y a de fait une inconnue qui survient avec des gouvernements, avec des acteurs qu'on ne connaît pas, et avec lesquels, très clairement, nos diplomates sont
sont souvent pas dans une situation de confort absolu. Donc ça, c'est une perte de repère qui, effectivement, oui, non mais ça fait 5 minutes, il n'y a pas de problème, n'inquiétez pas. Mais on essaie justement tout va bien. à moduler, parce que pour ça, au dernier moment, toujours un tout peu va bien. difficile. Donc il y a une perte de repère dans le monde arabe et qui n'est pas compensée par ce qui pourrait être une amélioration des relations avec les pays non arabes de la région. La relation avec Israël reste extraordinairement compliquée. La relation avec la Turquie, moins que sous Nicolas Sarkozy, mais reste pour des tas de raisons qui ne sont plus les mêmes d'ailleurs que sous Nicolas Sarkozy, qui ne sont plus liées à la question de l'Union européenne, mais beaucoup plus à l'interrogation, à l'inconnu Erdogan aujourd'hui, une relation très compliquée. Et avec l'Iran, on l'a vu encore récemment, la position intransigeante de la France sur le deal iranien n'a pas facilité non plus le dialogue avec. Donc finalement, on se retrouve qu'avec des relations qui ont perdu en intensité pour certaines ou qui n'ont pas été compensées en tout cas ailleurs. Et troisième et dernier point, face à cette situation lourde d'inconnus, il y a une politique. Est-ce qu'elle fait l'objet d'une véritable stratégie? Est-ce que cette stratégie, elle est identifiable? Il y a un point qui, je crois, apparaît à tout le monde ici, c'est qu'effectivement, il y a eu un retournement de situation complet par rapport aux années Chirac, en 10 ans, en réalité, entre 2003 et 2013-2015. La politique de la France, qui était non interventionniste, qui était même le fer de lance de la critique face à l'intervention américaine de 2003, est devenue, de fait, pratiquement la posture la plus interventionniste au Moyen-Orient. Plus que les États-Unis, puisque ce sont les États-Unis qui ont reculé en 2013, intransigeante plus que celle des États-Unis sur l'Iran, on l'a vu dans les négociations récentes. Et de fait, un rapprochement très, très, très visible avec les pays les plus conservateurs de la région, qui d'ailleurs ne se cachaient pas d'être opposés au printemps arabe. Donc, de fait, ce que le public voit aujourd'hui, c'est une posture française interventionniste et conservatrice dans la zone. Alors, la question, évidemment, c'est de savoir si c'est une bonne posture ou une mauvaise posture, et d'autre part, si elle répond à une stratégie. Il y a des avantages, il faut le reconnaître, à cette posture du point de vue diplomatique. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui rencontrent aujourd'hui ceux de puissances qui sont extrêmement solvables, pour dire le moins, et qui contribuent à nos exportations dans la région. Je crois que c'est évident pour tout le monde que l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres font des commandes, soit financent des commandes pour d'autres, hein, pour l'armée libanaise, pour l'Égypte, etc. Donc il y a de ce point de vue-là, et du point de vue purement cynique diplomatique, il y a un avantage. Bon, il y a également finalement peu d'opposition chez les grands partenaires globaux, parce que ça suscite un certain confort aussi aux États-Unis, ce type de position parfois. L'interventionnisme français est aujourd'hui salué comme une espèce de marque de courage par des interlocuteurs américains. La Russie s'y retrouve même aujourd'hui, puisqu'il y a une sorte d'alliance de fait dans la région. Finalement, il y a, du point de vue cynique, un certain nombre d'avantages à cette posture. Il y a aussi des inconvénients, évidemment, ça suscite beaucoup de critiques. Après, il y a le débat qui est très délicat sur savoir si nous payons avec les attaques terroristes le prix de cette politique. Je ne suis pas certain, moi, que le lien soit si évident. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont été menacés, la Suède, l'Allemagne et d'autres. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait la même politique étrangère que nous. Donc il faut toujours faire très attention quand on établit un lien direct entre notre politique au Moyen-Orient et le fait qu'on en paye le prix. Il y a quelques-uns de nos collègues universitaires qui, dès le lendemain, ont dit voilà, on paye le prix aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi automatique. Donc finalement, les inconvénients à cette politique n'apparaissent pas aussi évidents que cela, en tout cas à l'esprit de nos décideurs. D'où est-ce qu'il y a une stratégie? Alors certains disent bah oui, il y a un alignement sur un axe Washington, Riyad, Tel Aviv. Cet axe n'existe pas. Aujourd'hui, les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, justement, on en profiterait plus tôt, mais on ne le rejoint pas, cet axe. L'hypothèse finalement d'un tournant effectivement néoconservateur, pour les raisons que je dis tout à l'heure, j'en suis pas convaincu tout à fait non plus, parce que il y a un virage, mais ça n'est pas non plus Stéphane Harper. Je veux dire, l'administration française actuelle, ça n'est pas le tournant néoconservateur canadien. Il y a quand même eu un certain nombre de signes aussi. Il y a eu des votes, des soutiens français à des votes aux Nations Unies en faveur de la Palestine, en 2011 à propos de l'UNESCO, en 2012 pour le statut d'observateur non membre, etc., etc. Donc ça n'explique pas tout. En réalité, il y a peut-être une autre explication qui est d'ailleurs souvent assumée par un certain nombre de diplomates quand on s'entretient avec eux, qui est une réelle politique mercantiliste. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs stables qui ont échappé aux turbulences des printemps arabes. Il se trouve par ailleurs que ces acteurs sont solvables, extrêmement solvables.
c'est un gage de stabilité. Est-ce que c'est très différent, me disait quelqu'un que je ne citerai pas, est-ce que c'est très différent finalement du tournant mercantiliste français de sa politique arabe dans les années 70, avec d'autres pays à l'époque, c'est vrai, avec l'Irak, mais aussi avec le Golfe, mais aussi cette espèce de relation partie privilégiée que la France avait avec les pays du Golfe au moment du choc pétrolier avec 1973. Est-ce qu'on ne retrouve pas là certains traits de cette réelle politique extrêmement mercantiliste. Et en conclusion, pour terminer, s'il y a effectivement cet objectif de stabilité, le problème, et c'est ce que disait Agnès, donc je n'y reviens pas, c'est qu'il n'y a pas tout à fait les moyens de développer autre chose qu'une politique de choix par défaut. C'est-à-dire qu'il y a-t-il encore les moyens d'une impulsion? Il y a une complexité de la région qui n'est pas ignorée de nos diplomates et de nos acteurs politiques, qui le savent très très bien, que nous n'avons pas les moyens de maîtriser seuls. Il n'y a pas beaucoup de pays aujourd'hui avec lesquels nous avons véritablement les moyens de partager un agenda politique complet dans la région. Il y a des alliances tactiques possibles, on le voit avec la Russie aujourd'hui, peut-être aussi avec les pays du Golfe, ça n'ira pas loin, ça ne peut pas être un agenda commun compte tenu de l'immensité des différences qu'il y a avec ces pays. Donc effectivement, il y a moins une stratégie française aujourd'hui, me semble-t-il, qu'une tentative de surfer pour limiter les dégâts face à une complexité que tout le monde voit. Je crois qu'il y a eu un traumatisme, c'est-à-dire la mauvaise gestion des printemps arabes. Sur l'affaire tunisienne, c'était évident. Sur l'affaire libyenne, ça s'est fait en 2 fois. C'est-à-dire qu'on a cru bien faire au début, ça s'est mal passé après. Je crois qu'il y a eu un traumatisme durable qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la réactivité et dans l'impératif de limiter les dégâts en s'alliant à ce qui reste de stabilité solvable de surcroît. Merci. Merci Frédéric Charion. C'était très clair. Et maintenant, donc, la parole à Denis Bauchard pour revenir sur le jeu russe, qui est le grand élément qui, depuis cet automne, a changé la donne, en partie, notamment sur le conflit syrien. Merci. Je sens que je vais remonter le moral de l'assistance en parlant de la politique russe. Ce qui me frappe, c'est qu'on dit volontiers que Poutine est imprévisible. Moi, je pense au contraire qu'il y a une grande continuité de la politique russe, de Catherine II à Poutine, en passant par Lénine, Khrouchtchev et quelques autres. Et une grande continuité qui est dont le fleuron, je dirais, est l'Institut d'études orientales de l'Académie des sciences, qui a fourni des experts sur le monde oriental, pas seulement arabe d'ailleurs, et qui a été dirigé pendant quelques années, mais qui a été influencé pendant de nombreuses années par Evgeny Primakov, qui a joué certainement un grand rôle dans la politique russe au Moyen-Orient dans la période récente. Il y a eu effectivement, pendant ce que les Russes appellent la décennie noire, c'est-à-dire 90-2000, une éclipse de la Russie au Moyen-Orient. À l'évidence, elle est de retour. Je voudrais d'abord essayer de répondre à la question pourquoi les Russes et l'Union soviétique se sont-ils intéressés, s'intéressaient toujours au Moyen-Orient. Et ensuite, essayer de définir les grands traits de cette politique. Je crois que les motivations sont multiples, mais peuvent être regroupées autour de 3 thèmes. Le premier thème, c'est que la Russie se considère comme une grande puissance qui doit conquérir des territoires, influencer des territoires, contrôler des territoires. La poussée vers les mers du Sud a commencé au XVIIIe siècle et s'est poursuivie vers le Caucase, à englober la Crimée et un certain nombre d'autres zones qui étaient occupées par des émirats turcophones à l'époque. Il ne faut pas oublier que la Russie a été partie prenante des accords Sykes-Picot, puisque le début de la négociation s'est déroulé à Petrograd en 1915, et donc s'est conclu avec l'approbation du régime tsariste de l'époque en 1916. Cette éclipse a été jugée insupportable par les dirigeants russes, plutôt par les nouveaux dirigeants russes, en clair par Poutine à partir du moment où il a pris le pouvoir, c'est-à-dire en 2000. Son intervention au sommet défense de Munich en 2007 est assez révélatrice de son état d'esprit. Il dénonce le monde unipolaire, en clair l'hégémonie américaine. Ce modèle, dit-il, est non seulement inacceptable, mais également impossible.
Et donc, dès sa prise de fonction, la Russie, effectivement, a repris un rôle actif, notamment au niveau du Conseil de sécurité. Et Poutine, très vite, mais suivi par Medvedev, renoue les fils avec un certain nombre de dirigeants du Moyen-Orient, fait de nombreux déplacements et accueille à Moscou un certain nombre d'importants responsables de la région. La deuxième préoccupation, c'est une préoccupation sécuritaire. Et il ne faut pas oublier qu'effectivement que le pouvoir actuellement en Russie est tenu par des gens qui ont ce réflexe sécuritaire. Et certainement Lavrov est une partie prenante dans la définition de la politique. Il n'est pas sûr que ce soit l'homme le plus influent sur la politique étrangère. Et au nom de la sécurité, la Russie demande deux choses, exige deux choses. Pas de régime hostile sur son flanc sud. Il ne peut y avoir que des amis ou des neutres. Deuxièmement, il convient d'éviter les mauvaises influences qui pourraient venir du Moyen-Orient ou d'ailleurs sur les communautés musulmanes russes. Il faut rappeler que la population musulmane de la Russie est importante, 22 millions de personnes, et concentrée le long de la Volga dans la région de Kazan, concentrée dans le Caucase, mais concentrée également dans l'agglomération de Moscou, sans doute autour de 2 millions. Et donc une politique qui vise à sanctuariser le Caucase, une politique extrêmement répressive en Tchétchénie, et maintenant, en Tchétchénie, l'ordre, entre guillemets, semble régner, mais peut-être plus encore maintenant au Daghestan. La troisième dimension que l'on oublie parfois, c'est un peu paradoxal, c'est la dimension religieuse. C'était vrai naturellement du temps des tsars, et la cathédrale orthodoxe qui domine Jérusalem a été construite à cette époque-là, lorsque Jérusalem était sous l'Empire ottoman. Mais maintenant, il y a des liens étroits entre Poutine et le patriarcat orthodoxe. Medvedev, d'ailleurs, affiche son orthodoxie, va à la messe. Il y a donc un aspect de politique intérieure qui débouche sur l'extérieur, avec deux relais d'influence. Une mission ecclésiale russe a été installée donc en 1857. Elle contrôle encore maintenant 70 églises. Un réseau d'hôpitaux et des dispensaires. Mais surtout, le deuxième relais d'influence, c'est l'Église grecque orthodoxe, qui, bien qu'autocéphale et indépendant du patriarcat russe, est effectivement un relais d'influence et contribue à expliquer, je dirais, le souci de la Russie d'apparaître comme défenseur des valeurs chrétiennes et des minorités chrétiennes au Moyen-Orient. Quelle a été la politique russe depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine? C'est une politique qu'on peut qualifier de nouveau de très active, avec, je dirais, deux axes principaux. Défendre et reconquérir ses sphères d'influence, et deuxièmement, être présent sur de nouvelles terres. Au titre du premier point, il faut évoquer naturellement la politique russe face au printemps arabe. J'ai eu l'occasion de participer à un colloque à Moscou en 2012, organisé par le MGIMO, qui est une des grandes universités de Moscou. C'était tout à fait intéressant parce qu'il y avait bien un accord sur les causes du printemps arabe, mais pas du tout sur sa nature. Pour les Russes, cette position a été exprimée dans un document tout à fait intéressant, un rapport du Club Valdai, le Club Valdai étant un faux-né du ministère des Affaires étrangères, qui parle non pas de la volonté de se diriger vers la démocratie, mais du grand soulèvement islamiste. Et dès le départ, les Russes ont considéré que les Européens et les Américains étaient naïfs et qu'il ne s'agissait pas de démocratie, mais d'une poussée des mouvements islamistes, c'est-à-dire ceux que la Russie combattait au Caucase. Ceci s'est ajouté un épisode, vous me troublez. Ceci s'est ajouté un épisode particulier qui est la résolution de 1973
pour intervenir en Libye, qui a totalement traumatisé les Russes, surtout qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux, qui a totalement traumatisé les Russes parce qu'ils ont estimé, à juste titre sans doute, que la France et la Grande-Bretagne avaient largement outrepassé, je dirais, le mandat des Nations Unies. Cette politique étant exprimée, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des échecs évidents, c'est-à-dire que, alors que du temps de l'Union soviétique, il y avait des points d'ancrage importants, nombreux, la Russie a disparu de la Libye, du Yémen du Sud, de l'Irak. Il reste la Syrie. La Syrie, je serai assez bref, puisqu'on en a parlé abondamment. Je crois que autant, je dirais, la politique occidentale a été flottante, autant la politique russe m'a paru d'une clarté et d'une détermination totale depuis le début. Avec parfois d'étranges complicités, parce qu'il faut se souvenir que l'initiative russe sur les gaz chimiques a été concertée avec les Américains en marge du G20, qui se tenait précisément par coïncidence de calendrier à la fin du mois d'août de 2013. Alors il y a une inflexion récente avec effectivement un engagement encore plus fort, avec les frappes, avec ce processus diplomatique qui est mis sur les rails et dont nous avons parlé. Je pense qu'effectivement il y a un faux problème et un vrai problème. Le vrai problème, c'est celui de l'identification de l'opposition et des groupes. Est-ce qu'il peut être admis à la table de négociation des djihadistes qu'on pourrait appeler modérés, comme Ahrar el-Sham par exemple? Et il y a, à mon avis, un faux problème, c'est Bachar. Il est clair que la Russie, qui mène une politique totalement cynique, n'est pas attachée à la personne de Bachar, elle est attachée naturellement à la poursuite, à la permanence de ses intérêts sur place. C'est le moment où il y aura une autre solution qui pourra s'esquisser. Il est clair que la Russie laissera tomber Bachar. Parmi les pays où il y a un retour spectaculaire de la Russie, c'est l'Égypte. Le président Sisi est allé 3 fois à Moscou. Des contrats ont été conclus dans des domaines très sensibles. Ceci étant, il ne faut pas, je dirais, penser que ça puisse aller très très loin et que ça puisse remettre en cause l'alliance, je dirais, stratégique avec les États-Unis, mais il y a sur ce plan un vrai succès de la politique russe. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Russie est présente sur de nouvelles terres, sur des terres qui n'étaient pas les siennes, notamment du temps de la guerre froide. Le plus intéressant, c'est naturellement l'Iran. Alors que les Iraniens sont profondément méfiants à l'égard de la Russie, qui a été leur protecteur, tout au moins pour la partie nord, pendant des décennies, grâce à la politique occidentale d'isolement et puis de sanctions de l'Iran, la Russie a pu retrouver une place qui reste toujours en débat. Et c'est intéressant de voir que dans la presse iranienne, il y a souvent des articles assez hostiles à la Russie. Autre rapprochement, alors encore plus spectaculaire, l'Arabie saoudite. Avec le voyage d'Abdallah, qui était à l'époque encore prince héritier, si j'ai en mémoire, à Moscou en 2003, avec de nombreux allers-retours plus récents, notamment de Mohamed Ben Salman, politique qui est sans doute de la part des Saoudiens une façon un petit peu comme le président Sisi de montrer qu'on peut se passer éventuellement des Américains. Politique qui peut-être va tourner court à cause de la rupture des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui a effectivement peut avoir des effets pervers dans bien des domaines. Enfin, le dernier pays où il y a un ancrage maintenant de la Russie, encore plus étonnant, c'est l'Israël. Grâce à travers le million de juifs originaires de Russie qui ont maintenant en Israël une influence politique considérable à travers le Likoud ou à travers d'autres partis, notamment celui de Lieberman, avec un certain nombre de conséquences, et notamment la mise en sourdine par la Russie du soutien à la cause palestinienne, ce qui est effectivement, je pense, également une mauvaise nouvelle, avec effectivement des liens personnels très forts entre Poutine et Netanyahou,
peut-être parce qu'ils ont tous les deux la même brutalité dans leur comportement. En conclusion, je dirais brièvement que la Russie est de retour. La Russie est de retour. Sa politique a eu sans doute quelques effets pervers, notamment le développement du djihadisme. Cette politique est fragile, notamment à l'égard avec les pays du Golfe, qu'il s'agisse d'Arabie Saoudite ou qu'il s'agisse même de l'Iran. En Syrie, elle a contribué, je dirais, à conforter le régime, comme on l'a vu tout à l'heure. Le problème est de savoir si la Russie a-t-elle le moyen de ses ambitions, surtout à un moment où le pétrole est à $25. La Russie aussi souffre, peut-être tout autant que les Américains, d'un problème d'image dans le monde arabe. Mais je pense que c'est un acteur qui reste incontournable. Merci Denis Bochat. Donc, les intervenants, je les remercie d'avoir plus ou moins tenu les temps de parole de telle manière qu'il nous reste, malgré tout, 10 minutes pour des questions, à moins qu'Esther nous donne quelques minutes de plus après 13 heures. Voilà, donc on va prendre les premières... C'est pas un plaisir autoritaire que je nourris en moi, mais c'est pour pouvoir déjeuner tranquillement aussi, parce qu'on a un après-midi très chargé. On dit 13h05. Tamam. Voilà, donc ça marche. Donc les questions. Alors présentez-vous en même temps que vous posez les questions. On va prendre les questions collectivement et on va ensuite voir qui répond à quoi. Alors le monsieur. Oui, aussi là-bas. Oui, c'est moi, oui. Oui, je suis Ibrahim Elali. Je voudrais savoir si on a une idée de la politique américaine de l'après-Obama, suivant les différents candidats, ou en tout cas les visions stratégiques qu'il y a aux États-Unis. Est-ce qu'on a une idée sur la politique américaine au Moyen-Orient de l'après-Obama? Parce qu'on voit bien que ce qui s'est passé est conséquent du retrait d'Obama un peu du Moyen-Orient. Et deuxième question, est-ce que la Russie a vraiment les moyens de son retour au Moyen-Orient? Merci. Alors, un autre brin, monsieur l'ambassadeur. Voilà, tout au fond. Tout au fond. Merci à tous les intervenants pour des interventions absolument fascinantes. Plus fort. Bon. J'ai une question qui s'adresse à M. Golub, que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. On parle tous d'erreurs américaines, même lors de la première session, quand une journaliste que je ne connais pas, que je devrais connaître, a parlé de la réaction des Irakiens vis-à-vis des Américains au tout début de l'intervention de 2003. Pour moi, comme pour beaucoup d'Irakiens, la grande erreur des Américains n'est pas celle de W, mais de HW. C'est-à-dire la fin, la manière dont la guerre de 91 s'est terminée. Il y avait là-bas, je pense, et même les Saoudiens le pensaient aussi, une opportunité de faire un changement de régime salutaire, meilleur pour toute la région, et à relativement peu de frais, et qui aurait coûté beaucoup moins à l'Irak et à la population irakienne que ce qui s'est passé en 2003. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi les Américains ne l'ont pas fait. Je parle à des politiciens, j'ai même posé la question à des gens qui étaient à la Maison-Blanche de George W. et de George Herbert Walker Bush. Et personne ne m'a donné une réponse claire. Alors, si vous pouvez m'éclaircir sur ce point, je vous en serai extrêmement clair. Merci. Merci pour cette excellente question. Alors, monsieur là, et puis madame là, encore deux questions. Présentez-vous en même temps que vous posez les questions. Merci, Dominique Vidal. Je voulais simplement signaler qu'il y avait un point qui me semblait manquer dans le programme de cette journée, par ailleurs passionnante, c'est le conflit israélo-palestinien. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la question palestinienne semble relativement marginalisée par la situation en Syrie et en Irak, mais sur le long terme, et à mon avis aussi comme toile de fond
de la crise actuelle, on ne peut pas oublier la question palestinienne. Je crois que pour une grande part, le chaos de la région a à voir avec cette question et avec les politiques qui y sont menées. Je pense à la fois à la politique israélienne, mais aussi à l'espèce de lâcheté presque générique de la communauté internationale. Merci. Madame et monsieur aussi. Et après, on arrête parce que le temps, on n'aura même pas le temps pour les réponses. Galanterie, madame d'abord. Et ensuite, monsieur qui a... Voilà. Question brève en se présentant. Béatrice Adjage, RTL. Vous avez décrit le rapprochement de la France avec l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'à partir du moment où l'Arabie Saoudite est en échec au Yémen et risque de se brouiller de plus en plus violemment avec l'Iran, la France n'aurait pas intérêt à s'en détacher, ou est-ce que c'est ça la pente désormais, d'après vous, d'autant que les contrats maintenant peuvent être en Iran? Merci. Et puis donc la dernière question, monsieur, là, qui avait levé la main, en se présentant toujours, et ensuite les réponses, bref, parce qu'on doit finir à 13h05. Oui, bonjour, j'appartiens à l'Agence française de développement. Il y a une question qui n'a été abordée ni tout à l'heure, ni dans le deuxième panel, c'est la question des réfugiés. Et je suis extrêmement frappé parce que, notamment réfugiés syriens, etc., qu'est-ce qui va se passer après, au jour d'aujourd'hui? Vous avez quand même des pays comme la Jordanie qui ont 1 personne sur 3 est un réfugié. Il y en a au Liban, c'est la même chose. C'est quand même un cas extrêmement important. Quid? Merci. Alors, peut-être, on va, pour les réponses, on va peut-être donner la parole à Esther pour répondre sur la question de pourquoi pas le conflit israélo-palestinien, brièvement. Il faut donner l'exemple. Et ensuite, nous allons donner la parole notamment à Philippe. Ici, on l'avait mis, mais à un moment donné, on s'est dit, on ne peut pas traiter de tous les problèmes. En une journée, vous avez vu, on a commencé à 10 heures, et ça aurait fait dévier les choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, d'un commun accord, nous l'avons momentanément éloigné pour un autre débat. Voilà, il n'y a aucun, connaissez la position, il n'y a aucune arrière-pensée, ni complot derrière ça. Merci. Merci Esther. Alors donc, maintenant, les questions. Donc, peut-être Philippe en premier. Donc, avec cette double question, qu'est-ce qui va se passer dans l'après-Obama? Il y en a normalement pour 2 heures pour l'évoquer. Et pourquoi en 91 on n'a pas abattu le régime? Là, c'est une après-midi entière. Je vais commencer avec la deuxième question, parce que chronologiquement. Pourquoi est-ce que George H.W. Bush n'est pas allé plus loin pour défaire le régime irakien? C'est pour une raison géostratégique assez simple, in fine. C'était d'ailleurs éclairé dans l'autobiographie du président de l'époque, c'est-à-dire que George H.W. Bush ne voulait pas justement envahir l'Irak et conduire un effondrement de l'État irakien et de prendre possession pour longtemps de l'Irak, ce qui aurait impliqué des coûts très importants pour les États-Unis, tout en accroissant de façon considérable le pouvoir de l'Iran. Il s'agit d'un calcul géopolitique, de la réelle politique classique, que l'on peut déplorer ou non. Mais ça, c'est une question normative et non pas descriptive. La décision essentielle a été prise à ce niveau-là. Évidemment, il y a eu un discours autour aussi, que je pense réel, mais moins important dans la genèse de la décision, autour de la légalité d'une telle intervention, puisque le mandat de l'ONU en 1991 ne donnait pas le droit aux États-Unis, aux autres intervenants de la coalition, d'intervenir en Irak à proprement parler. Voilà donc les raisons pour la non-intervention, que ce fût une erreur ou pas, ça, on va laisser ça un débat beaucoup plus vaste, n'est-ce pas? Comme Marc Sebot l'a dit, ça nous prendrait une demi-journée. Quant à l'après-Obama, les perspectives sont très différenciées selon qu'il s'agisse de Donald Trump ou même Marco Rubio d'un côté, ou de Hillary Clinton de l'autre. Hillary Clinton a une politique interventionniste un peu plus affirmée qu'Obama. Elle est plus associée historiquement au courant interventionniste, liberal internationalist et interventionniste aux États-Unis, parfois certains courants néoconservateurs d'ailleurs.
mais elle ne remettrait pas en cause les politiques fondamentales qui ont été mises en place par Obama, parce que ça ne servirait pas à ses propres intérêts. Il a quand même créé des conditions nouvelles pour la diplomatie américaine et pour les États-Unis dans la région. Le désengagement ne va pas être remis en cause par Hillary Clinton, même s'il y aurait plus d'interventionnisme ici ou là. Évidemment, ceci est fonction des circonstances. Hein. C'est la phrase fameuse de Macmillan, what is your policy going to be? And he says, we'll see. Events, dear boy, events. Hein. Les événements vont dicter les politiques autant que les politiques les événements. Pour ce qui concerne le camp républicain, nous avons là et je ne caricature absolument pas, une cohorte de warmongers, de va-t-en-guerre, y compris chez ceux qui sont caractérisés comme étant relativement modérés. John McCain n'a jamais vu une guerre qu'il n'aimait pas. John McCain n'est pas candidat, mais il représente le courant apparemment rationnel et modéré de la politique étrangère américaine. Quant aux autres qui se présentent, ils sont tous interventionnistes, ils sont tous pour le rétablissement de ce qu'ils appellent la crédibilité de la puissance américaine dans le monde, ce qui implique un interventionnisme militaire de plus en plus marqué, dont on ne connaît pas les objectifs ni les buts, n'est-ce pas? Parce que si les moyens militaires sont effectivement là, ils sont là, les moyens militaires, les objectifs politiques de ces interventions ne sont pas connus. Donc dans un cas, on aurait une certaine continuité de la politique plutôt qu'une continuité certaine, et de l'autre, on aurait quand même un retour à une certaine forme d'aventurisme, surtout si des candidats un peu plus exotiques arrivent à la Maison-Blanche, hypothèse à laquelle je ne crois pas. Merci Philippe. Comme il nous reste encore 3 minutes, est-ce que l'un de vous veut rajouter sur l'Arabie Saoudite, sur les réfugiés? Je vais juste répondre rapidement sur l'Arabie Saoudite. Je crois qu'effectivement, la situation de l'Arabie Saoudite va obliger à des contorsions de la part de la diplomatie française, qui a déjà été obligée d'en faire certaines avec l'accord sur le nucléaire qu'elle a été obligée finalement de reconnaître et d'accepter. On voit bien que ça va la mettre en grande difficulté, puisque même les contrats qui ont été promis par l'Arabie Saoudite risquent eux-mêmes d'être mis en question en raison de la baisse du prix du pétrole, et qu'on voit bien que cet alignement qu'on a eu sur l'Arabie Saoudite maintenant depuis 3 ou 4 ans risque de nous coûter assez cher en termes de décrédibilisation dans la région, parce qu'en plus on a un interlocuteur qui aujourd'hui est vraiment en difficulté. On le voit dans la crise avec l'Iran actuelle. On a un régime, enfin une monarchie à mon sens quand même, qui est très très fragilisée par ce qui se passe aujourd'hui, et donc ça va nous fragiliser en écho par rapport à cette situation, et que là ça démontre le fait qu'on est allé vraiment très rapidement dans cette alliance avec l'Arabie Saoudite, de façon je crois beaucoup trop rapide, sans se garder la capacité de pouvoir gérer cette relation avec beaucoup plus de diplomatie. Juste pour ajouter un mot, effectivement, on ne voit pas comment il n'y aurait pas un embarras aujourd'hui face à la situation de l'Arabie Saoudite, étant donné le type d'engagement et le volume d'engagement qu'il y a eu. En même temps, des pays qui pourraient financer autant de choses que l'a fait récemment l'Arabie Saoudite, je ne crois pas qu'on en trouve beaucoup. En tout cas, je ne suis pas certain que l'Iran, compte tenu notamment de la complexité de notre relation avec ce pays depuis très très longtemps, je ne suis pas certain que l'Iran prendra le relais comme ça de l'Arabie Saoudite comme partenaire. En même temps, la question n'est pas l'Arabie Saoudite en tant que telle, c'est aussi la question du choix de pays conservateurs, stables et solvables. Et dans le Golfe, il y en a d'autres. Et il y a eu d'ailleurs d'autres présidents avant qui ont préféré d'autres pays du Golfe plus petits que celui-là, mais la question en réalité était la même. Et juste un mot pour la question de Dominique Vidal sur la question du conflit israélo-palestinien. Oui, je crois qu'à chaque fois qu'on a essayé de dire ou de faire croire que la question israélo-palestinienne n'était finalement pas prioritaire et qu'elle n'était que secondaire et qu'il y avait d'autres agendas politiques plus urgents et plus pressés, ça a toujours échoué. Parce que ça reste un abcès de fixation extrêmement structurant de la région. Et une initiative plus globale qui inclurait cette question-là me paraît aujourd'hui extrêmement nécessaire. Et la France pourrait d'ailleurs en prendre l'initiative. C'est un peu ce qu'avait fait George H. Bush, qui est quand même le grand revenant de cette matinée, j'ai remarqué. Le 41. Voilà. Après la guerre d'Irak de 90-91, qui avait été d'ouvrir le jeu pour montrer qu'il n'y avait pas qu'une question militaire, guerrière autour d'Irak-Koweït, mais qu'il fallait ouvrir l'agenda et régler un certain nombre de problèmes. C'était l'une des rares époques où on a connu des avancées sur ce dossier. Je pense qu'il serait temps de revenir un peu à cette perspective. Merci. Et maintenant, Denis Bochard, donc là, sur la question sur la Russie a-t-elle les moyens de ses ambitions? Oui, effectivement. Ce sera le mot de la fin. Effectivement, j'avais posé la question en me gardant bien d'y répondre, parce que c'est une question difficile. Non, je pense qu'il est clair que la Russie a les moyens militaires. Bien que, naturellement, comme les Américains, ils n'envisagent pas de troupes au sol, si ce n'est
des conseillers, mais qui seraient de façon limitée, en nombre limité. Non, le problème, et puis de toute façon, ce ne sont pas les moyens militaires qui vont régler les problèmes, naturellement. Non, c'est surtout naturellement sur les moyens financiers. Simplement, c'est vrai de la Russie, c'est vrai d'autres acteurs importants du Moyen-Orient, à commencer par l'Iran, l'Arabie saoudite et quelques autres. Donc c'est un problème, je dirais, plus général. Il y a un affaiblissement d'un certain nombre d'acteurs qui jouaient jusqu'à maintenant un rôle important. Merci, Denis Mossad. Merci à tous les intervenants.